L'histoire que je vais partager avec vous aujourd'hui, je l'ai entendue il y a longtemps. Et honnêtement, elle m'a beaucoup touché. C'est important de la connaître, car d'abord, il ne faut jamais faire confiance à n'importe qui, surtout aux inconnus. Et puis, il ne faut jamais sous-estimer ou ignorer un petit détail, parce que parfois, un simple détail peut sauver une vie. En écrivant ce texte, je me suis demandé, est-ce vraiment possible qu'un être humain soit aussi cruel? Ça semble impossible. Parce que dans chaque personne, il y a une part de cruauté et une part de bonté, et la plupart du temps, c'est la bonté qui gagne. Mais chez ces personnes-là, il n'y avait aucune bonté, seulement de la cruauté, transformée en vraie brutalité. C'est une histoire très émotive, avec des événements très durs. Donc, je ne la conseille pas aux enfants de moins de 18 ans. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Junko Furuta, une jeune fille japonaise qui a été retenue prisonnière par un groupe de criminels pendant 44 jours. Durant cette période, elle a subi les pires tortures imaginables. On peut dire qu'elle a vécu 44 jours d'enfer, où chaque jour ressemblait à une année entière. Et le plus choquant, c'est ce qui est arrivé ensuite aux 4 criminels responsables. Préparez-vous, parce que ce que vous allez entendre dans cette vidéo va vraiment vous choquer. Notre histoire commence avec Junko Furuta. Elle est née le 18 janvier 1971 dans une ville japonaise appelée Misato. Junko vivait avec ses parents et ses 2 frères. Sa vie était simple, stable et heureuse. Elle était aimée de tous. Toujours polie, souriante, gentille. Une bonne élève, sérieuse et pleine d'énergie. À côté de ses études, elle travaillait dans une petite usine pour économiser de l'argent. Car après ses études, elle avait déjà été acceptée pour travailler dans un magasin. C'était une fille que tout le monde respectait. Toujours prête à aider sa mère, toujours attentionnée avec son petit frère, et quand elle parlait, sa voix était douce et calme. Junko était belle, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais malheureusement, sa beauté a attiré la mauvaise personne. Hiroshi Miyano avait 18 ans. Son visage faisait peur, un vrai visage de criminel. Il appartenait à une organisation criminelle très puissante au Japon, les Yakuza. Grâce à son comportement violent et à son charisme de chef de gang, il est rapidement devenu le leader d'un petit groupe de délinquants. Au début, il commettait de petits délits, mais peu à peu, ils sont passés à des crimes beaucoup plus graves, le viol. Leur première tentative a échoué, mais lors de la deuxième, ils ont emmené une étudiante dans un hôtel et l'ont violée. Plus tard, ils ont agressé une autre femme. Cette fois, elle est allée porter plainte à la police. Mais à la fin des années 80, les autorités ne prenaient pas ce genre d'affaires au sérieux. Puisqu'ils étaient adolescents, la police a décidé de ne pas poursuivre l'affaire. Ils ont même dit que la victime avait dû aller avec eux volontairement. Et l'affaire a été classée. Peut-être parce qu'Hiroshi appartenait aux Yakuza et que les Yakuza avaient de l'influence partout. Il est très possible qu'ils aient fait pression pour étouffer l'affaire. Peu après, Hiroshi a entendu parler d'une fille. Une fille différente des autres, Junko Furuta, belle, polie, innocente. Et surtout, elle rejetait toutes les avances des voyous. Cela a immédiatement attiré son attention. Il a commencé à se renseigner sur elle, à l'observer. Et rapidement, il s'est dit « Je veux cette fille ». Le 25 novembre 1988, Hiroshi et son ami Minato étaient dehors en train de chercher une nouvelle victime. Et ce jour-là, ils ont croisé Junko qui rentrait chez elle à vélo après son travail. Ils ont alors imaginé un piège. Minato s'est approché et l'a fait tomber de son vélo. Ensuite, Hiroshi est arrivé en faisant semblant de ne rien savoir. Il lui a demandé « Est-ce que ça va? Tu veux que je t'accompagne chez toi ?» Junko, pensant qu'il voulait simplement l'aider, a accepté. Elle ne se doutait pas qu'elle venait de tomber dans un piège. Mais au lieu de la raccompagner chez elle, Hiroshi l'a entraînée dans un entrepôt abandonné. Et là, il a montré son vrai visage. Fini le masque du garçon poli. Devant elle se tenait un membre des Yakuza. Il l'a menacée. « Si tu n'obéis pas, je te tue et je tuerai aussi toute ta famille. » Au début, Junko a refusé. Elle a même essayé de s'échapper. Mais Hiroshi l'en a empêché. Il ne cessait de la menacer, répétant qu'elle devait lui obéir parce qu'il était Yakuza. Il l'a retenue jusqu'à la nuit, puis l'a emmenée dans un hôtel sous la menace. Et là, il l'a violée. Après cela, il a appelé son ami Shura et s'est vanté de ce qu'il venait de faire. Shura lui a répondu « Ne la relâche pas, moi aussi, je veux la violer. » Le lendemain, le 26 novembre 1988, Hiroshi est allé dans un jardin avec Junko pour attendre 2 de ses amis.
Un peu plus tard sont arrivés Minato et Yasushi Watanabe. Quand ils sont venus, ils l'ont encerclé et ont commencé à l'effrayer. Ils lui ont dit « Si tu essaies de t'échapper, on sait où tu habites. On tuera toute ta famille. » Ensuite, devant elle, ils ont réfléchi à l'endroit où ils allaient l'emmener. Finalement, ils ont choisi la maison de Minato au 2e étage. C'était une grande maison, et comme ses parents étaient souvent présents, personne ne pouvait se douter de rien. Et c'est là que vont commencer pour Junko 44 jours d'enfer. Le premier jour, le 27 novembre, les parents de Junko étaient inquiets parce qu'elle n'était pas rentrée à la maison. Ils ont commencé à la chercher et sont allés déclarer sa disparition à la police. Hiroshi et ses amis ont alors appris que les parents cherchaient Junko. Ils lui ont ordonné d'appeler chez elle et de dire à ses parents qu'elle était simplement partie en voyage avec des amis, qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. C'est ce qu'elle a fait, et même sa voix ne montrait aucun signe de détresse. Ses parents ont donc été convaincus qu'elle allait bien, et ils ont annulé la déclaration de disparition. À partir de là, personne ne cherchait plus Junko. Le 28 novembre, Hiroshi et ses amis, avec d'autres qu'ils avaient appelés, comme Tetsuo Nakamura et Korehara, qui avaient 16 ans, ont tous abusé d'elle. Quand l'un terminait, il la passait à un autre, comme si elle n'était qu'un objet ou un jouet. D'autres délinquants de leur entourage ont entendu parler de ce qui se passait. Beaucoup sont venus, certains seulement pour regarder, d'autres pour participer. Ils se vantaient même d'avoir kidnappé une fille et demandaient qui voulait participer. Junko était agressée chaque jour par plus de 12 personnes différentes. Il y avait même des filles qui venaient. Elles se moquaient d'elle, l'insultaient, la forçaient à danser nue et dessinaient sur son corps. Parfois, ils la sortaient sur le balcon, presque sans vêtements, alors qu'il faisait un froid glacial. Et pour être honnête, il faut dire ce qu'ils faisaient. Ils introduisaient dans son corps des objets en métal, des bâtons, une batte de golf et même des bouteilles en verre. Ils la forçaient aussi à boire de l'alcool, du lait pourri et à fumer des cigarettes contre sa volonté. Jusque-là, pour eux, ce n'était que des expériences. Comme si ce n'était pas un être humain, mais juste un objet sur lequel ils testaient leur cruauté. Un jour, l'un d'entre eux est venu à abuser d'elle, puis a regretté son acte. Il a raconté l'histoire à son frère. Et ce frère est allé prévenir la police, en leur expliquant ce qui se passait réellement. 2 policiers sont alors venus chez les Minato. Les parents ont ouvert la porte. Les policiers ont demandé « Est-ce qu'il y a une fille chez vous ?» Les parents ont répondu « Non, il n'y a aucune fille ici. » Les policiers sont quand même entrés et ont fouillé la maison, mais sans rien trouver. Ils ont fait confiance aux parents, et ils sont repartis. Je vous avais dit qu'un simple détail, même petit, peut sauver une vie. Et c'est exactement ce que la police n'a pas fait quand elle est venue. Le minimum qu'ils auraient dû faire, c'était d'entrer et de fouiller sérieusement l'endroit. Ils n'avaient rien à perdre. Mais ils ont ignoré ce détail, et sont repartis simplement, laissant une pauvre fille souffrir entre les mains de monstres humains. Le 1er décembre, Junko a eu une chance de s'échapper de cet enfer. Elle a trouvé un téléphone. Elle a appelé la police. Mais avant qu'il ne décroche, l'un des criminels l'a vu et lui a arraché le combiné des mains. Avant même que le policier ne parte, le garçon a dit « Excusez-moi, je me suis trompé de numéro. » Et il a raccroché. La pauvre Junko savait qu'après ça, ils allaient se venger cruellement d'elle. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont attrapée et ont commencé à la frapper au visage. Hiroshi a mis le feu aux pieds de Junko pour qu'elle ne puisse plus jamais essayer de sortir de la maison sans eux. À cause de la douleur, Junko n'arrivait plus à contrôler son propre corps. Elle a uriné sur elle-même. Quand Hiroshi est passé et a vu ça, il a marché exprès dans son urine. Et furieux, il a continué à la battre. Puis il lui a versé de l'essence sur les cuisses et les bras, et il y a mis le feu. Junko criait de toutes ses forces à cause de la douleur. Le feu brûlait ses jambes et ses bras, et elle ne pouvait rien faire pour l'éteindre. Imaginez la souffrance qu'elle ressentait. Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils riaient. À partir de là, Junko ne voulait plus être sauvée. Elle leur demandait de la tuer, parce que parfois, la mort est une miséricorde. Mais même cette miséricorde, ils la lui ont refusée. Ils continuaient à se moquer d'elle. « Tu veux mourir, pauvre fille ?» Et chaque jour, il augmentait le niveau de torture. Sa vie était devenue une survie forcée. Il ne lui donnait à manger qu'une seule fois par jour, et en très petite quantité. Puis, plus tard, seulement un verre de lait par jour.
Son corps s'affaiblissait de jour en jour. La faim seule était déjà une torture. Un jour, ils l'ont attachée au sol et ont sauté sur elle, directement sur son corps. Ils l'ont fait encore et encore, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. En janvier, le corps de Genko ne pouvait plus la porter. Les coups, la faim, les brûlures. Elle restait attachée au sol et respirait avec une énorme difficulté. La belle fille que tout le monde aimait était attachée au sol, vivant un véritable enfer sur terre. Les pires formes de torture. Si ses parents l'avaient vue, ils ne l'auraient même pas reconnue tellement son corps était défiguré. Son visage était complètement détruit, enflé, couvert de blessures. Ses plaies commençaient à pourrir et à dégager une odeur horrible. Le 4 janvier 1989, Hiroshi jouait au mahjong avec ses amis, un jeu très populaire au Japon, et il avait parié 100 000 yens. Il détestait perdre. Et ce jour-là, il a perdu. Vous imaginez bien sûr qu'il allait décharger sa colère. Genko, il a allumé une bougie et a laissé couler la cire brûlante sur ses paupières. Puis, ils l'ont privé d'eau et lui ont dit « Si tu as soif, bois ton urine ». Ils l'ont transformé en un véritable sac de boxe. Ils ont enroulé du plastique autour d'elle pour que son sang ne coule pas, et ils l'ont frappé comme un boxeur qui s'entraîne. Ils frappaient son ventre, ils lui ont coupé un sein, et riaient encore. Dans cet état terrible, Hiroshi a mis le feu sur Genko. Son corps ne pouvait plus résister. Ils l'ont battue pendant 2 heures. Ils pensaient qu'elle faisait semblant de s'évanouir. Mais Genko est morte le matin à 10 heures. Le lendemain, Koji a appelé ses amis et leur a dit que Genko était morte. Dans sa voix, on sentait la peur d'être arrêté par la police. Pour se débarrasser du corps, ils l'ont mis dans un baril, l'ont recouvert de ciment, et seule une partie de ses cheveux dépassait encore. Puis ils ont jeté le baril dans un endroit éloigné. Les jours ont passé. Hiroshi et Sho ont été arrêtés pour l'enlèvement et le viol d'une autre fille. La police les a placés séparément. Hiroshi a alors fait une énorme erreur. Les policiers lui ont dit « On connaît les crimes récents que vous avez commis. Ton ami a tout avoué. » Hiroshi a cru que son complice avait parlé de Genko. Alors il a commencé à tout raconter. Comment il avait torturé, violé et tué. Les policiers, choqués, n'y croyaient pas. Ils lui ont demandé « Montre-nous où est le corps. » Le 29 mars 1989, ils sont allés à l'endroit indiqué. Ils ont vu les cheveux dépassés du baril. Ils ont brisé le ciment. À l'intérieur, ils ont trouvé Genko. Ils ont été bouleversés par la scène. Une jeune fille au corps maigre, affamée, les os brisés, enceinte, et même du verre retrouvé dans son corps. Son visage était tellement abîmé que ses propres parents n'auraient pas pu la reconnaître. La police a arrêté le groupe principal. Hiroshi Miyano, Nobuharu Minato, Jio Kamisaku, Yasushi Watanabe et Koji Minato, le grand frère de Nobuharu. Ils ont essayé aussi de retrouver les centaines d'autres garçons qui avaient participé au viol et aux tortures, mais ils n'ont pas pu les identifier tous. Le corps de Genko a été rendu à sa famille. Imaginez la douleur et le chagrin. Ses parents ne cessaient de se demander « Qu'est-ce qui se serait passé si nous avions assisté le jour où elle nous a appelés ?» Les funérailles ont eu lieu le 2 avril 1989. Sa famille, ses camarades de classe et même le patron du magasin où elle devait travailler étaient présents. Ce dernier a offert à la famille l'uniforme que Genko aurait dû porter pour son premier jour de travail. Ils l'ont enterré avec. Le jour de la remise des diplômes, ses parents sont allés chercher le diplôme à sa place. Au tribunal, les accusés étaient protégés par la loi japonaise sur les mineurs. Mais le crime était tellement horrible, tellement brutal, que la presse a publié leurs photos. Pendant les audiences, quand les juges décrivaient ce qu'ils avaient fait à Genko, des personnes présentes dans la salle vomissaient en les écoutant. En 1990, le tribunal les a condamnés, mais pas pour meurtre, pour violence ayant entraîné la mort. Les peines étaient très légères, juste quelques années, car au Japon, quand un mineur commet un crime, même s'il est monstrueux, on préfère lui donner une seconde chance pour réintégrer la société, plutôt que de le punir sévèrement. Certains disent même que la Yakuza a influencé la décision. L'opinion publique était scandalisée. La police de Tokyo a reçu des milliers de lettres et de pétitions, réclamant des peines exemplaires, la peine de mort ou au moins la prison à vie. Mais le tribunal a justifié son jugement en disant « Il n'y avait pas d'intention de tuer ». En 1991, les criminels ont demandé un appel pour réduire leur peine.
Le tribunal a finalement alourdi les peines. Hiroshi, qui avait reçu 17 ans au départ, a vu sa peine augmenter de 3 ans, soit 20 ans, la plus longue peine possible au Japon après la perpétuité. Ses parents ont vendu leur maison et l'ont donnée à la famille de Genko, en guise de compensation pour les crimes de leur fils, car ils ne pouvaient pas supporter ce qu'il avait fait, et ont quitté la ville pour ne plus affronter les regards des habitants. En 2009, Hiroshi est sorti de prison et a changé son nom pour Yokohama. Il affichait encore son appartenance à la Yakuza. En 2013, il a été de nouveau arrêté pour fraude, afin de prendre l'argent des gens dans une banque, mais il n'a pas été jugé. Minato avait d'abord été condamné à 5 ans, mais en appel, sa peine est passée à 9 ans. Le crime avait eu lieu chez eux, mais ses parents et son frère n'ont pas été jugés. Minato est sorti en 1998, a changé son nom pour Shinji Minato, s'est marié avec une grecque et a eu un fils. Mais le couple a rapidement divorcé. En 2018, il a été arrêté de nouveau pour une autre affaire. Il a attaqué quelqu'un et l'a frappé avec un bâton et un couteau. Il a été condamné à 18 mois de prison plus 3 ans de surveillance. Les peines étaient très légères. On avait l'impression que la justice n'existait pas. Yasushi Tanabe a été condamné à 3 ans, puis c'est en appel. Son appel a été refusé en 1992. Et il est sorti en 1996, malade et pauvre, sans un sou, et est mort seul en 2021. Tetsuo Nakamura a été condamné à 9 ans, et est sorti en 2000. Shura a été condamné entre 5 et 10 ans, et est sorti en 1999, sans regret pour ce qu'il avait fait. Sa mère a maudit Junko. Elle allait souvent sur sa tombe, et disait que c'était la faute de Genko si tout cela était arrivé à son fils. Il a lui aussi changé son nom pour Kamisaku, et a travaillé. Mais dès qu'on découvrait son passé, il était rejeté et est retourné à la Yakuza. En 2004, il a été arrêté pour avoir kidnappé et torturé un homme, et a été condamné à 4 ans. Après, il a vécu seul, dépendant de l'aide sociale. En 2022, sa mère lui a apporté à manger à la maison et l'a trouvé mort, assis sur les toilettes. Il avait pris des médicaments pour les nerfs et on pense qu'il s'est étouffé avec son vomi. Genko n'est plus vu comme une victime, mais comme un symbole de la souffrance et de l'injustice. Son histoire a inspiré des livres et des films. On ne peut imaginer un crime plus atroce que celui que nous avons raconté dans cette vidéo.